Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Permettez-moi d'exprimer mes sentiments de gratitude, de plaisir et d'honneur d'être présent ici dans ce très beau complexe de la Faculté de médecine de Sousse. Je tiens à remercier tous les membres du bureau du Collège national d'urologie. On m'a confié la tâche de présenter le cours intitulé L'éjaculation précoce. Avant de commencer, j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo qui sera très courte, mais très pertinente. C'est une vidéo qui a fait le buzz il y a une dizaine d'années à peu près en France. C'était une publicité pour le premier traitement spécifique de l'éjaculation précoce et qui a représenté une véritable révolution dans la prise en charge de l'éjaculation précoce. Et on va voir ça donc au fur et à mesure en avançant dans ce cours. Alors, pour introduire, l'éjaculation précoce est le trouble sexuel masculin le plus fréquent. Il faut savoir que dans le règne animal, éjaculer rapidement était gage de survie, parce qu'au moment d'un rapport sexuel, la vigilance est à son plus bas niveau, et on risque facilement d'être dévoré par un prédateur, donc il faut être rapide dans le rapport sexuel pour pouvoir survivre. Dans le règne humain, au sens biologique du terme, éjaculer rapidement ou précocement n'est pas une maladie, ce n'est pas une véritable maladie. Au contraire, physiologiquement, dans le cadre de la reproduction, un homme est programmé pour être un éjaculateur rapide. Dans des civilisations anciennes, le fait d'éjaculer rapidement était un signe de bonne santé et d'une bonne capacité de reproduction. Ce n'est que récemment que ce problème d'éjaculation précoce a été considéré comme une pathologie et comme une affection qui très gênante à confier, raison pour laquelle il est sous-estimé et sous-médicalisé. Et son diagnostic, il est fondé essentiellement sur l'interrogatoire et l'autodiagnostic du patient. Et cette éjaculation précoce, elle reste souvent méconnue et négligée par plusieurs praticiens. Alors, il y a plusieurs définitions qui ont été établies. Par définition, l'éjaculation précoce a un retentissement sur l'individu dans sa globalité, tant sur le plan physique, psychologique, social que professionnel. Et donc, ça nécessite une prise en charge qui rentre dans un cadre d'une approche holistique. Plusieurs définitions, comme j'ai dit, qui restent floues. J'en ai trouvé quelques-unes. Donc, la première définition, c'était celle de l'ISSM, l'International Society for Sexual Medicine. Et un comité d'experts international a défini l'éjaculation prématurée selon 3 critères qui doivent être les 3 présents. Un critère de temps, et de là vient la définition donc, de l'IELT, l'intravaginal ejaculatory latency time, qui est le délai entre le début de la pénétration vaginale et l'éjaculation. Le deuxième critère, c'est le critère d'absence de contrôle. Et le troisième, la présence de conséquences négatives sur le patient et sur le couple. Cette même définition a été révisée en 2014. Donc l'éjaculation précoce par l'ISSM en 2014 est définie par un dysfonctionnement sexuel masculin qui implique une éjaculation rapide. Ça a été révisé avec donc, des chiffres exacts. Et le chiffre, c'était 1 minute à partir de la pénétration et l'éjaculation. Et dans ce cas-là, on parle d'une éjaculation primaire et une diminution cliniquement significative du délai éjaculatoire qui est souvent maximal à 3 minutes. Et là, on parle plutôt d'une éjaculation. Donc, auparavant, il reste plus que 3 minutes. Et secondairement, donc, ce délai, il ne dépasse pas les 3 minutes. Dans ce cas-là, on parle plutôt d'une éjaculation primaire, plutôt précoce secondaire. Deuxième critère, c'est l'incapacité à retarder l'éjaculation. Et le troisième, c'est ses conséquences personnelles négatives. Et ça a été donc détaillé comme par exemple une détresse psychique, une gêne, une frustration ou un évitement de l'intimité sexuelle. Merci. D'autres définitions aussi, celle du DSM-5. Donc, c'est une définition très proche de celle de l'ISSM. Le critère temps, il y est, c'est 1 minute, la même chose. Après, il a spécifié des sous-types, notamment, donc, est-ce que c'était pendant toute la vie ou bien c'est acquis? C'est généralisé ou dans certaines situations. Alors, donc, comme j'ai dit, des sous-types, vie entière ou acquis, est-ce que c'est généralisé dans certaines situations, ainsi que l'importance de la sévérité. Et enfin, la définition de l'OMS, donc c'est une éjaculation qui survient
avant ou dans un délai très court après le début de la pénétration vaginale ou autre stimulation sexuelle, bien sûr, avec peu ou pas de contrôle perçu sur l'éjaculation. Et enfin, c'est un trouble qui survient de façon épisodique ou persistante sur plusieurs mois et associé à un stress significatif. Donc, le point commun entre toutes ces définitions, c'est le critère temps, l'IULT, les conséquences négatives sur la personne et le fait de contrôler ou pas son éjaculation. Les critères de gravité, on connaît tous cette séquence dans le film American Pie. Donc, on parle plutôt d'éjaculation précoce légère lorsque l'IULT il est entre 30 secondes et 60 secondes, modéré entre 15 et 30, et c'est sévère lorsque c'est juste au moment de la pénétration, voire même la forme la plus grave, c'est juste avant la pénétration, on est en T-Portas. Alors, l'IULT qui a été défini sous une pression des différentes compagnies pharmaceutiques, donc c'est le temps de latence éjaculatoire intravaginale sur cette cohorte de 500 couples dans 5 pays occidentaux. C'est des couples de 18 ans qui sont hétérosexuels en couple, et on a trouvé que la médiane de cette IULT était de 5,4 minutes, et on peut avoir même des éjaculations jusqu'à 40 minutes quand même. Une deuxième étude multicentrique observationnelle qui a observé à peu près 1600 hommes âgés de plus de 18 ans. Et là, on a trouvé une différence significative entre l'IULT pour les patients qui se déclarent éjaculateurs précoces avec une médiane de 1,8 minutes et ceux qui se déclarent non éjaculateurs précoces avec une médiane de 7,3 minutes. Par contre, on a aussi donc des patients qui se croient éjaculateurs tardifs alors que ce n'est pas le cas, et d'autres qui se croient comme éjaculateurs précoces alors qu'ils ont une éjaculation avec un délai satisfaisant. Donc, il y a sur cette étude-là américaine, donc des sexothérapeutes nord-américains, ils ont essayé de étudier l'IULT, ils ont trouvé qu'un IULT adéquat était entre 3 et 7 minutes. Il est désirable s'il est entre 7 et 13 minutes. Au-delà de 10 jusqu'à 30 minutes, c'est un IULT trop long, alors qu'un IULT trop court était défini à peu près entre 1 et 2 minutes. Je vous ai mis cette plaque-là pour vous parler un peu de la réponse sexuelle avec et sans éjaculation prématurée, un homme normal qui n'est pas éjaculateur précoce. Donc, la réponse sexuelle, ça passe par les étapes suivantes, le désir ou la stimulation sexuelle. Après, on a l'excitation synonyme d'érection, puis la pénétration. Et tout ça, donc, ça rentre dans le cadre de ce plateau-là. Et à la fin, on a donc le pic de l'orgasme et de l'éjaculation et finalement la détumescence et la phase rétractaire. La différence, lorsqu'on a un homme qui est éjaculateur prématuré, eh ben, ce plateau-là, il est très court. Donc, l'excitation rapide, un plateau court et l'éjaculation qui survient très rapidement avec des orgasmes très rapides. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que l'éjaculation précoce est le dysfonctionnement masculin le plus fréquent, quelle que soit la tranche d'âge. Il y a une certaine incertitude qui tourne autour du taux de prévalence qui est due à différentes définitions floues, à la difficulté d'avoir une définition d'une éjaculation prématurée, donc cliniquement pertinente, la difficulté aussi de recours de données non standardisées. Après, il y a plusieurs études épidémiologiques qui rapportent que de 20 à 40% des hommes âgés de 18 à 60 ans qui ont une diminution, voire même une perte de contrôle de leur éjaculation. L'ISSM, dans sa nouvelle définition, a trouvé donc à peu près 5% de la population masculine qui souffre réellement d'éjaculation prématurée. Seulement le 1/10, ils vont rechercher de l'aide et un avis professionnel, ce qui témoigne donc que c'est une maladie qui reste sous-estimée et sous-médicalisée. Et l'incidence, elle est stable, quelle que soit la tranche d'âge, l'ethnie, est-ce que le patient est circoncis ou pas, et quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc, quatre sous-classifications de cette éjaculation prématurée. Donc, il y a la primaire et la secondaire. Il y a aussi l'éjaculation prématurée subjective ou pseudo-éjaculation, et enfin l'éjaculation prématurée variable naturelle. On va voir dans quelques détails. Déjà, je vais essayer de comparer l'éjaculation primaire à l'éjaculation secondaire. Donc, il y a 6 points de différence entre les deux. Concernant le délai, donc il est
entre 1 à 2 minutes, plutôt moins de 1 minute, dans la quasi-majorité des cas d'éjaculation primaire. Il est plutôt variable pour les éjaculations primaires plutôt précoces secondaires. Pour la primaire, donc ça a toujours été présent depuis le début de la vie sexuelle, alors que en matière d'éjaculation précoce secondaire, c'est plutôt faisant suite à un événement de la vie, un accident, un problème relationnel. Pour la partenaire, quel que soit la partenaire, lorsqu'on est éjaculateur primaire, l'éjaculateur précoce primaire, c'est toujours présent, alors que pour l'éjaculation primaire, l'éjaculation précoce secondaire, c'est plutôt variable et ça peut s'associer plutôt, c'est variable selon avec plusieurs partenaires. L'évolution, donc, ça va vers soit la stabilisation au fur de toute la vie ou bien ça s'aggrave lorsqu'il y a une éjaculation primaire, alors que c'est variable en cas d'éjaculation précoce secondaire et que ça peut s'associer à une dysfonction érectile. Les conséquences psychologiques sont là dans les deux types d'éjaculation précoce, avec des formes qui sont plus graves en matière d'éjaculation précoce primaire, avec une complexité de la prise en charge. Pour l'éjaculation précoce subjective ou pseudo-éjaculation prématurée, c'est pas une vraie éjaculation précoce. Il a un délai éjaculatoire qui semble correct, voire même prolongé, et ça résulte plutôt de problèmes cognitifs avec un contexte psycho-culturel qui est au premier plan. L'éjaculation prématurée variable naturelle, c'est une forme non pathologique et inconstante. Il y a une difficulté de gérer le stress provoqué par les rapports sexuels et ça se manifeste suivant l'intensité de stimulation, l'état de relaxation, le niveau de frustration et ça nécessite des approches sexothérapeutiques. J'ai mis aussi cette plaque-là pour vous montrer que les tranches, donc la variabilité selon l'âge et on voit que pour l'éjaculation primaire, donc c'est surtout moins de 40 ans. L'éjaculation secondaire, c'est plutôt supérieur à 40 ans. Pour l'éjaculation, pseudo-éjaculation, donc c'est pratiquement la même chose pour toutes les tranches d'âge comme pour la variable naturelle. Alors, pour parler de physiopathologie de l'érection, il faut savoir déjà la physiologie de l'érection. L'érection, vous le savez tous, c'est une série d'événements qui aboutissent, des événements physiologiques bien sûr, qui aboutissent à l'émission du sperme par le méa urétral. Ça nécessite donc une série d'événements sécrétoires et musculaires qui sont donc commandés par toutes les composantes du système nerveux donc sympathique, parasympathique et somatique. Ça a deux phases, la phase d'émission et la phase d'expulsion qui sont commandées par le générateur spinal qui est donc sous l'influence des afférences périphériques activatrices et inhibitrices. Alors, il faut savoir ces différentes afférences activatrices et inhibitrices. Ça implique des neurotransmetteurs, et vous voyez que le seul neurotransmetteur inhibiteur d'éjaculation, la sérotonine sur tous les plans. Alors qu'on a d'autres qui sont activateurs comme l'acétylcholine, la dopamine, la noradrée et le monoxyde d'azote. Ceci va on va voir l'importance de le fait que la sérotonine est inhibitrice dans la partie thérapeutique. Alors, la physiopathe, fut un temps où c'était méconnu, on ne savait pas pourquoi il y a une éjaculation précoce. Depuis une trentaine d'années, ça commence à se comprendre progressivement, mais ça reste donc des hypothèses et quelles que soient des éthologies somatiques et neurobiologiques qui ont été avancées, étudiées, mais malheureusement pas à grande échelle. Donc, quelques hypothèses pour la physiopathe. Pour l'éjaculation précoce primaire, il y a 4 hypothèses. L'hypothèse psychodynamique qui est en rapport avec un comportement sadique ou narcissique de la femme. Les mécanismes neurobiologiques, la dérégulation du système sérotoninergique dans le système nerveux central. On a vu l'importance de la sérotonine dans le phénomène physiologique de l'éjaculation. L'hypothèse du conditionnement précoce, c'est-à-dire les premières expériences qui étaient hâtives, donc ça reste dans presque toute la vie. L'hypothèse du défaut d'apprentissage et de l'absence de déconditionnement. Pour l'éjaculation précoce acquise, donc il y a une hypothèse psychorelationnelle, notamment avec la présence de conflits d'intérêts et de pouvoir dans le couple, facteurs inhérents à la partenaires comme les troubles du caractère, la possessivité, l'attitude castratrice, la critique permanente donc vis-à-vis de la performance sexuelle et l'anxiété de performance.
Alors, quelques hypothèses qui ont été avancées, on va voir quelques-unes. La sérotonine, je l'ai déjà dit, c'est le neurotransmetteur le plus notable dans le contrôle de l'éjaculation. Il est libéré dans la fente synaptique, dans des vésicules au niveau de l'axone présynaptique et aura un effet inhibiteur sur l'éjaculation. On en a deux types de récepteurs. Les récepteurs 5-HT1A qui accélèrent l'éjaculation et les 5-HTT2C qui plutôt retarde l'éjaculation. Et ça a été avancé que toute dérégulation du système sérotoninergique ou une hyposensibilité de certains récepteurs donc, qui retardent l'éjaculation, ça peut donner donc une éjaculation rapide. Quelques causes hormonales ont été aussi avancées. Ça n'a pas été encore prouvé à large échelle. Une hypertestostéronémie, une hypoprolactinémie ont été observées chez certains patients qui souffrent d'éjaculation précoce. Les hormones thyroïdiennes aussi, l'hyperthyroïdie semble n'avoir aucun rôle majeur dans le mécanisme de cette éjaculation précoce, ne serait associée que chez certains, très peu de sujets, même si dans certaines études, on a trouvé que le passage à l'euthyroïdie a amélioré le délai éjaculatoire. Les causes urologiques, donc la prostatite, 26 à 77% des hommes atteints de prostatite chronique. Ça peut être expliqué par le fait que la prostate, elle joue un rôle important, bien sûr, dans l'éjaculation. Et l'inflammation locale qui est générée par la prostatite, elle peut engendrer la pathogénèse de certains cas d'éjaculation prématurée. La dysfonction érectile, elle porte à confusion avec les symptômes de la dysfonction érectile et ceux de l'éjaculation précoce. Parfois, on a un patient qui nous décrit qu'il a une dysfonction érectile parce qu'il n'arrive pas à avoir une deuxième érection rapide après avoir fait un rapport sexuel avec une éjaculation précoce. On ne peut pas dire que forcément il est en dysfonction érectile. Et l'autre cas particulier, c'est le patient, lorsqu'il a une dysfonction érectile, il a peur qu'il a une baisse rapide de l'érection, donc il va accélérer le rapport sexuel avec une éjaculation rapide pour pouvoir donc profiter au maximum de son érection. Enfin, on parle d'une hyperexcitabilité des voies sensorielles au niveau du gland, du prépuce et du frein. Et Gallo et ses collaborateurs ont donc prouvé qu'une frénélectomie permettrait d'augmenter l'IELT de façon significative. Les facteurs, enfin, donc les facteurs, c'est la dernière théorie, donc les facteurs psychologiques. On parle qu'il y a des hommes, certains hommes qui sont un peu trop sensibles que par rapport à d'autres, surtout lorsqu'on a des antécédents d'abus sexuels, d'attitudes intériorisées pendant l'enfance, des facteurs psychologiques individuels, une image corporelle négative, une dépression, une angoisse de performance, certains facteurs relationnels comme la diminution de l'intimité et les conjugopathies. Tous ces facteurs-là donnent un exemple type, c'est celui du patient qui a une angoisse de performance, qui est en manque de confiance. Ça va lui engendrer une éjaculation précoce qui elle-même, elle va aggraver donc l'angoisse de performance et on rentre dans ce cas-là dans un véritable cercle vicieux. Le diagnostic, alors, l'éjaculation prématurée est un diagnostic basé sur l'interrogatoire et un examen clinique. Les examens complémentaires, ils sont pas obligatoires, ils sont même pas utiles, sauf si on a des signes d'appel, comme par exemple lorsque on suspecte une dysthyroïdie ou une prostatite, on peut demander un dosage de TSH et un examen cytobactériologique des urines. Alors, on passe à la partie traitement. Pourquoi il faut traiter une éjaculation précoce? J'ai fait quelques recherches bibliographiques et j'ai trouvé dans plusieurs études que l'éjaculation précoce est source de souffrance chez l'homme et sa partenaire. Ça provoque une baisse significative de la satisfaction sexuelle, du plaisir sexuel. Ça provoque une perte de confiance et d'estime de soi. Et ça a un impact global sur le couple avec des conjugopathies, un évitement de relations, comme vous voyez sur ce schéma-là. Donc, on a une éjaculation précoce qui va provoquer une culpabilité chez l'homme, une frustration chez la femme, des difficultés interpersonnelles, un état de stress et d'anxiété qui va aboutir à un évitement des relations sexuelles et forcément aggraver encore plus l'éjaculation précoce. Donc, c'est un véritable cercle vicieux. Certains autotraitements ont été avancés pour traiter l'éjaculation précoce. Ce sont les traitements les plus anciens. Le plus ancien traitement qui a été utilisé, c'était les crèmes anesthésiantes, début du XXe siècle.
Il y en a ceux qui préconisent d'utiliser plusieurs préservatifs, 3, 4 préservatifs, mais ça va diminuer de façon importante la sensation donc, au niveau du gland et au niveau du frein. Les distractions mentales, ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. J'ai mis sur cette photo, donc, ce jeune homme qui s'apprête à avoir un rapport sexuel avec sa partenaire. Et pour se distraire et pour retarder son éjaculation, il commence à penser à sa grand-mère, sa mémé, sauf que sa mémé, elle est morte il y a quelques années. Et là, sans s'en rendre compte, il commence à pleurer et ça bousille un peu le spectacle. Les poussées plus agressifs, il y en a ceux aussi qui préconisent ça. Certaines positions sont moins pourvoyeuses d'éjaculation précoce que d'autres. Et la masturbation avant la relation sexuelle, même si on a tous eu ce patient qui est d'un certain âge, qu'on lui conseille de faire une masturbation 1 à 2 heures avant de faire un rapport sexuel pour pouvoir retarder son éjaculation, il nous dit, écoutez, docteur, si je me suis masturbé, là, j'ai plus besoin de faire un rapport sexuel 1 à 2 heures après. Donc, tous ces autotraitements ont des effets bénéfiques, mais temporaires, et l'homme, il n'apprend pas à contrôler son éjaculation, comme a dit Sotomayor en 2005. Alors, quelles sont les options thérapeutiques dont on dispose? Donc, il y a les thérapies psychocomportementales, les traitements pharmacologiques et les méthodes invasives, et on va les voir une à une. La première technique qui a été donc découverte, c'était en 1956 par Dr. Simmons, un psychiatre. Donc, c'est la technique de stop, start ou stop and go, est une technique qui consiste à cesser tout mouvement de va-et-vient lorsque c'est l'homme qui est aux commandes du rapport sexuel, ou bien il demande à sa partenaire d'arrêter en disant par exemple stop, elle va arrêter ses mouvements de bassin, et lorsque les sensations, lorsque donc le niveau donc d'excitation il descend de façon suffisante, il demande, soit il reprend lui-même, soit il dit à sa partenaire go, on peut reprendre, et là ça va lui permettre donc de sentir ces sensations pré-éjaculatoires et mieux ressentir la progression de toutes les sensations et s'habituer à supporter un degré élevé d'excitation. Le problème, l'inconvénient majeur de cette technique-là, c'est que lorsqu'on va baisser le niveau d'excitation, ça va baisser pour les deux, et là, ça pourra engendrer des difficultés à reprendre le rapport sexuel entre l'homme et la femme. La deuxième technique, c'est la technique de squeeze qui a été découverte en 1970 par Dr. William Masters et Virginia Johnson, dont mon ami Marwan a parlé ce matin. Donc, ce sont deux maîtres de la sexologie qui donc, ils ont trouvé cette technique-là. Squeeze, c'est presser en anglais. Et donc, on va demander au patient et à sa partenaire d'exercer une compression sur le gland au moment de l'éminence éjaculatoire. Il peut le faire tout seul ou bien demander à sa partenaire de le faire. Et ça va permettre de diminuer l'intensité de l'érection et baisser le niveau d'excitation sexuelle. Et ça permettra de remplacer le réflexe conditionné et découvrir des sensations orgasmique. Il y a d'autres thérapies comportementales un peu plus récentes, comme celle avancée par François Carufel, qui est un Canadien, la thérapie sexo-fonctionnelle. C'est très à la mode en ce moment aux Amériques du Nord. D'autres thérapies aussi comportementales, comme le Sensate Focus, qui a été donc élaboré par l'équipe de Masters et Johnson, et aussi l'hypnose, qui est très à la mode en ce moment, mais elle ne permettra pas toute seule de résoudre le problème de l'éjaculation prématurée. Les thérapies psychocomportementales, donc l'avantage, ils n'ont pas d'effet secondaire, mais elles sont difficiles à réaliser parce que ça prend du temps, parce qu'il faut une partenaire qui est coopérante et bienveillante, parce que pas forcément on a un couple qui est stable. Donc ça rend ces techniques-là vraiment très difficiles à réaliser. Par contre, lorsqu'on les associe au traitement pharmacologique, on va les voir dans quelques instants, eh ben, dans ce cas-là, ça pourra permettre de améliorer la quasi-majorité des cas d'éjaculation prématurée, avec une bonne observance. Par contre, les patients sont beaucoup plus réticents envers les thérapies psychocomportementales. C'est beaucoup plus facile de prendre un comprimé et on oublie cette histoire, alors qu'aller faire des exercices qui pourront prendre beaucoup de temps, qui vont un peu donc, fausser le naturel du rapport sexuel. Son efficacité, elle est très limitée en monothérapie, un peu plus efficace lorsqu'il s'agit d'éjaculation prématurée légère. Par contre, lorsque c'est une éjaculation prématurée sévère, donc l'effet, il est vraiment pas très au top. Alors, quels sont les traitements pharmacologiques? On va essayer de les voir un à un. Donc, je commence par les inhibiteurs spécifiques à la recapture de la sérotonine.
Donc, l'introduction de ces inhibiteurs-là a révolutionné le traitement de l'éjaculation précoce, certes pas comme la révolution qu'on a eue avec le sildenafil, comme a parlé le professeur Jaiden tout à l'heure, mais donc ça constituait vraiment une certaine révolution parce que c'est le premier médicament par voie orale qui est donc développé essentiellement pour cette éjaculation prématurée, notamment pour les deuxièmes générations. Les premières générations étaient plutôt administrées pour des troubles, donc des épisodes majeurs de dépression, des troubles d'anxiété, des TOC, des états de stress post-traumatique. Ils ont trouvé un effet indésirable, des éjaculations retardées. Ils ont dit, tiens, pourquoi ne pas l'utiliser pour traiter l'éjaculation précoce? Ça a été utilisé, mais hors AMM. Le mécanisme d'action est essentiellement une augmentation de la neurotransmission de sérotonine, et du coup, ça va activer les récepteurs qui retardent l'éjaculation, il va désensibiliser ceux qui inhibent, plutôt qui activent l'éjaculation, et ça va donner un effet inhibiteur global sur l'éjaculation. Les premiers IRSS à demi-vie longue qui comportent essentiellement les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs spécifiques à la rupture de première génération, comme la paroxétine, la fluoxétine. Donc, ils ont une caractéristique commune qu'ils ont une demi-vie qui longue et majoritairement administrée donc à dose quotidienne. Ils sont tous efficaces avec des délais différents, comme vous le voyez donc sur ce graphique-là. Donc, on voit qu'il y a des délais différents, mais ils sont pratiquement tous efficaces, et ça prend leur importance surtout dans le traitement continu quotidien, et ça a un effet rapide dès la première semaine, et l'efficacité, elle se perd donc au bout de 2 à 3 jours après l'arrêt du traitement. Le traitement à la demande a des résultats beaucoup moins spectaculaires. Par contre, il y a énormément d'effets secondaires qui sont généraux et sexuels. Et l'effet indésirable le plus majeur, c'est le syndrome de sevrage des séronotergies qui peut donc provoquer un risque suicidaire chez des patients de jeune âge. Les ESRS à action rapide, la daboxétine, c'est la nouvelle génération des ESRS. C'est le seul qui a l'AMM en matière d'éjaculation prématurée. Ça a été donc, il a eu l'AMM en Europe en 2009, en France en 2013 et en Tunisie en 2022, assez récemment, il y a quelques mois. C'est le premier traitement développé spécifiquement pour l'éjaculation précoce. Il a une caractéristique essentielle qui le différencie des autres SRS, c'est qu'il a une demi-vie, donc une courte durée d'action et un taux d'élimination qui est quasiment à 100% au bout de 24 heures. Donc, il est vraiment approprié à la prise à la demande. Donc, cette daboxétine, elle est efficace dès les premières doses, et ça a été contrôlé dans plusieurs essais randomisés. Et donc, ça a été prouvé que la daboxétine, elle augmente de façon significative l'IULT, pouvant arriver jusqu'à 3 fois, voire même 4 fois, avec une augmentation du contrôle de l'éjaculation et une satisfaction accrue pour le patient et sa partenaire sexuelle. Et aussi, ça a des résultats comparables, quel que soit on a une éjaculation prématurée primaire ou acquise, avec des effets indésirables qui sont d'intensité donc légère à modérée. Je cite surtout les nausées et les vertiges. Et l'avantage qu'elle a aussi par rapport aux ESRS de première génération, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire associé aux antidépresseurs, pas de syndrome de sevrage, pas de pharmacodépendance, pas de baisse de libido, ni de risque suicidaire ou de troubles de l'humeur. Après les ESRS, il y a les produits anesthésiants. Donc, c'est le traitement le plus ancien dès les années 40 du XXe siècle. Les produits anesthésiants, ils vont inhiber l'hypersensibilité du gland, ils vont bloquer la voie périphérique. Les formes, il y en a plusieurs, il y en a de la crème, des gels, du spray. C'est plutôt des produits qui ont un faible coût, ça représente plutôt un bon marché, sont très faciles à utiliser. Mais par contre, leur efficacité, elle est vraiment modérée, même si on n'a pas beaucoup d'études contrôlées qui ont étudié ce type de produit, avec des effets indésirables majeurs, notamment la diminution de la sensibilité de la verge et aussi le transfert du produit au niveau du vagin de la partenaire sexuelle, ce qui pourra provoquer une baisse significative donc, de la sensation, la sensibilité de la verge, voire même une anorgasmie féminine. Le seul produit anesthésiant qui est à l'AMM, c'est l'aérosol lidocaïne, prilocaïne, la Fortacine spray. C'est le premier traitement topique qui a eu l'AMM.
Donc, il est appliqué 10 à 15 minutes avant le coït. Il a une action rapide qui peut donc atteindre les 5 minutes. Il a une efficacité importante. Il prolonge l'IELT jusqu'à 10 minutes avec une amélioration du contrôle éjaculatoire. Et donc, les effets indésirables trophiques sont beaucoup moins marqués que par rapport aux autres produits anesthésiants. Pas d'engrandissement du pénis ni du vagin. Alors, les inhibiteurs de la phosphodiesterase type 5, c'est le traitement de première intention lorsqu'on a un patient qui a une éjaculation précoce et une dysfonction érectile. Il est utilisé hors AMM pour traiter des éjaculations précoces isolées. Il a une efficacité qui est controversée. Ça peut donner une légère amélioration qui peut être expliquée plutôt par le fait que le patient a une bonne fonction érectile, donc ils se sont améliorés, alors que c'est une satisfaction globale, pas celle de l'éjaculation précoce. Il n'y a aucune différence significative. On peut utiliser n'importe quel EPDE5 et l'association EPDE5 avec la lidocaïne ou les ESRS, ça donne une efficacité importante que lorsqu'ils sont utilisés tout seuls, mais malheureusement avec une majoration des effets indésirables. Le tramadol, c'est un analgésique opioïde puissant d'action centrale qui a été jusqu'à maintenant donc très fréquemment utilisé parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Et il est adapté pour la prise à la demande, 50 à 100 mg maximum par jour. Il améliore l'IELT. Par contre, il a un gros risque de dépendance et des effets secondaires majeurs. Il est surtout réservé aux cas résistants aux autres traitements. Les alpha-1 bloquants, ils pourraient inhiber la contraction des canaux déférents, des vésicules séminales, du muscle lisse de la prostate, ce qui va entraîner ainsi un retard de l'éjaculation. Il n'a pas l'AMM pour traiter l'éjaculation précoce. Son efficacité, elle est modérée, pas encore bien étudiée par plusieurs séries à large échelle. Il peut avoir un effet indésirable majeur qui est la perte du volume de l'éjaculat, voire même l'éjaculation. Certaines études récentes ont étudié la célodosine 4 mg à la demande. Ça a l'air d'être encourageant parce que l'IELT, il augmente, il peut atteindre presque les 8 minutes. Et même chez des patients qui prenaient de la dapagliflozin qui n'étaient pas satisfaits, ça a marché avec la célodosine 4 mg. J'ai mis cette plaque-là juste à titre d'information. Il y a certaines nouvelles perspectives. Donc, les antagonistes de l'ocytocine et de la dopamine. On sait très bien que l'ocytocine et la dopamine jouent un rôle très important dans la fonction sexuelle de façon générale. Donc, plusieurs firmes pharmaceutiques commencent à faire des essais cliniques de phase avancée pour essayer de trouver un traitement miracle pour cette pathologie-là. Donc, un tableau qui récapitule tous les traitements médicamenteux de l'éjaculation précoce disponibles. Donc, la dapagliflozine, les SRS à action rapide, le Dapox ici en Tunisie. Donc, c'est le seul traitement pharmacologique par voie orale qui a l'AMM avec une efficacité importante et des effets indésirables minimes. Et l'aérosol, l'idocaïne, la fortacine, c'est le seul aussi traitement anesthésiant qui a l'AMM pour l'éjaculation prématurée. On peut combiner tous ces traitements-là, on peut associer traitement pharmacologique avec thérapie comportementale. Comme j'ai déjà dit, ça donne une efficacité élevée et donc ça permet de prendre en charge pratiquement la quasi-totalité des éjaculations précoces, sauf que c'est difficile à réaliser parce que ça nécessite une thérapie de couple, parce qu'on n'a pas assez de sexothérapeutes expérimentés et qualifiés pour faire ces thérapies-là, et parce que c'est chronophage et ça aussi, ça nécessite donc un coût important. Les ISRS avec anesthésiant, donc c'est mieux que ISRS tout seul, et on l'utilise surtout pour les formes les plus graves avant pénétration ou l'antiportase. Les PDE5 plus ISRS, c'est efficace aussi par rapport à la monothérapie avec des effets indésirables majorés. Les PDE5 et anesthésiant, c'est une voie très prometteuse. Donc, McMahon, en 2013, il a étudié tadalafil 5 mg en quotidien avec lidocaïne, prélocaïne spray, et ça donne de résultats excellents, notamment avec la spontanéité du rapport sexuel, pas besoin de le programmer, donc une bonne érection et un IELT satisfaisant. Donc, c'est vraiment une piste très prometteuse. Un petit mot sur les méthodes invasives.
C'est pas très fréquemment utilisé, c'est surtout dans les pays asiatiques. La neurotomie sélective du nerf dorsal pénien, c'est efficace dans plus de 80% des cas par rapport aux produits anesthésiants. Par contre, l'effet, il est permanent. Donc, ça donne le même effet, une hyposensibilité, mais qui n'est pas réversible. La cryoablation et la radiofréquence du nerf dorsal pénien, ça diminue la voie sensitive périphérique et inhibe l'hypersensibilité pénienne, mais ça a beaucoup de complications. Et enfin, l'injection d'acide hyaluronique intraglandulaire qui va former une barrière artificielle entre le nerf dorsal pénien et l'environnement extérieur. Alors, j'ai mis là cette plaque. C'est un algorithme qui a été proposé par Dr Canicelli, Dr Fex, que j'ai côtoyé en personne en France, lors de mon passage en France il y a quelques années. Ils ont proposé ça dans le cadre du CAMS, de l'AFU, donc une approche qu'ils ont appelée Allow, donc Ask, Legitimize, Limitation, Open, Work, tout ça pour pouvoir donc bien identifier l'éjaculation précoce. Ils ont insisté sur le rôle de l'interrogatoire de l'examen clinique et bien sûr de rechercher systématiquement les signes de gravité. Qu'est-ce qu'il propose? Alors, il propose, lorsqu'on a une éjaculation primaire, éjaculation précoce primaire, dans ce cas-là, il propose de mettre un ISRS qui a l'AMM, bien sûr, avec un anesthésique local, donc 3 doses journalières maximum. Pour l'éjaculation acquise, la même chose, mais il préconise de faire aussi un traitement de la cause spécifique, notamment s'il y a une dystéroïdie ou une prostatite. Lorsqu'on a une éjaculation précoce associée à une dysfonction érectile, il donc préconise de mettre un épidéo5 en première intention, puis réévaluer si c'est insuffisant, on ajoute aux épidéo5 un traitement de l'éjaculation précoce. Et enfin, pour l'éjaculation précoce subjectif, et variable naturelle, il insiste sur les thérapies psychocomportementales, l'éducation du patient et la réassurance. Après, donc, sous tous ces traitements, une réévaluation systématique du patient doit être faite, notamment pour prévenir le syndrome d'arrêt des sérotoninergiques. Et il insiste beaucoup sur le suivi au bout duquel, une fois la confiance est acquise et le contrôle éjaculatoire amélioré, il sera possible, alors dans ce cas-là, de réduire, voire même d'arrêter la pharmacothérapie. Alors, les take-home message, donc l'éjaculation prématurée n'est pas pathologique au sens propre du terme, c'est plutôt un trouble psycho-neuro-uro-endocrinien. La notion d'éjaculation précoce suggère une prise en charge globale et multidisciplinaire. Il ne faut surtout pas faire des prescriptions sèches, ordonnances, d'apoxytine, fortacine, et voilà, allez, au revoir. Non, il faut bien expliquer aux patients, il faut faire une éducation sexuelle de base pour chaque patient. Il faut associer une prise en charge psychosexuelle pour maintenir le résultat et prévenir les récidives. La prise en charge du couple, c'est très important, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible parce que parfois, on a des partenaires qui ne sont pas compliantes, qui ne sont pas coopérantes, parce qu'il y a beaucoup de conflits donc, au sein du couple. Donc, ce n'est pas toujours évident. À partir du moment que vous pouvez le faire, il ne faut pas hésiter. Et il faut déconseiller l'attitude d'acharnement et de course contre la montre. Deux petites réflexions avant de terminer. Alors, il n'y a nul doute que traiter une éjaculation prématurée serait dans l'intérêt du plaisir féminin, mais ne serait-il pas plus facile d'accélérer les 28% de femmes vaginaux orgasmiques plutôt que ralentir les 40% d'hommes éjaculateurs rapides? Il est illusoire de croire que la sexopharmacologie, quels que soient ses progrès, puisse assurer à elle seule un bon fonctionnement sexuel, parce qu'un médicament, il ne pourra jamais corriger une carence parentale, il ne pourra jamais combler un vide fantasmatique et ne fera pas une culpabilité inconsciente ou un interdit socio-culturel. Et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Kamoun, pour ces brillants exposés. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Merci beaucoup. C'est un excellent exposé. Merci. Sujet difficile. Merci. Et c'est bien clair. Moi, je voulais poser une question un peu bizarre sur, si on peut dire, la prévention d'éjaculation prématurée. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de l'intérêt des éducations sexuelles dans les sociétés pour, maintenant actuellement, c'est développé dans les écoles, dans les sociétés, dans les associations. C'est un nouveau concept, cette éducation sexuelle. En Tunisie, ça commence un petit peu à se développer.
est-ce que cette éducation permet un peu de diminuer les causes, les hypothèses sexologiques en matière de frustration, de comment les préliminaires qui ne sont pas, etc., etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de ce concept-là en littérature? En fait, Je termine la deuxième. On reste toujours sceptique à l'utilisation des anesthésiques locaux. C'est un sujet très controversé, comme un peu pour le tramadol, etc. C'est toujours controversé. Et en matière sexologique, les anesthésiques locaux, il y a des gens qui ne le recommandent pas beaucoup parce que ça a un intérêt, on va dire, de l'apparence, de prolongement de la durée, mais en fait, toutes les sensations sont baissées, même les sensations féminines dans certaines situations. Ouais, surtout avec le transfert de la crème au niveau du vagin, c'est vrai. Bon, pour revenir à la première question, en fait, en faisant donc ma recherche bibliographique, j'ai trouvé donc des études qui parlent des hypothèses donc psychologiques, psychosexologiques, et il insiste sur le défaut d'apprentissage au jeune âge et les premières expériences hâtives. Et donc, il est clair que lorsqu'on va améliorer ces défauts-là, ces défauts d'apprentissage dès le jeune âge, notamment dans les écoles, voire dans les établissements secondaires, je pense que ça ne pourra qu'avoir un effet, à mon sens, hein, je pense que ça pourra qu'avoir un effet bénéfique. Après, des études à large échelle, je ne pense pas qu'il y en a, oui. La deuxième question pour le produit anesthésiant. Déjà, c'est le premier médicament qui a été inventé dès les années 40 du XXe siècle. Et auparavant, c'était très efficace. Après, ça coûte pas beaucoup d'argent, mais effectivement, il a des effets indésirables majeurs. Il pourra qui pourra aller jusqu'à l'engourdissement de la verge, pas qu'au cours du rapport sexuel, même après le rapport sexuel. Malheureusement, jusqu'à il y a quelques mois, ici en Tunisie, on n'avait pas trop le choix, sauf si on a quelqu'un à l'étranger pour nous ramener donc la tapoxétine, le princeps. Mais malheureusement, donc ça reste toujours un sujet de controversion, cette éjaculation précoce dans notre pays. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Tout était clair? Pas de questions? Est-ce que j'ai des... Et il y a un autre réflexe d'urologue, maintenant pas de sexologue, que les gens traitent la prostatite chronique pour, entre guillemets, diminuer ou prolonger l'ULT. Et vous l'avez bien précisé que c'est une des causes, mais à mon avis, ça ne doit pas être un traitement de l'éjaculation précoce, de donner d'antibiothérapie. Ah bah non. Parce qu'il y a des gens qui poussent un peu, parce qu'on trouve facilement des signes cliniques de prostatite chronique, surtout avec l'âge. Et on pousse un peu, comme un peu l'utilisation de tramadol à utiliser des antibiotiques pour le traitement de l'éjaculation précoce. Oui, bah, en fait, ça a été dans certaines études, la prostatite a été incriminée chez 77% de patients éjaculateurs rapides. Donc, ça reste une hypothèse, ça n'a pas été évoqué jusqu'à aujourd'hui, mais ça reste une des hypothèses étiologiques. Et il suffit d'améliorer la prostatite. On va avoir un effet sur l'éjaculation précoce, mais ça ne doit pas être utilisé. On ne va pas dire, allez, on va traiter les prostatites, vous allez... non, non. Ce n'est pas un consensus. Ouais.